Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir ici au Mage, qui est un lieu qui m'est très cher depuis très longtemps, et je suis particulièrement heureux d'être ce soir devant vous avec Hans Farr. Bonsoir. Bonsoir. Pour qu'on entende votre voix une première fois. Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Et que dire? On est là pour, on va en parler pour célébrer les 20 ans du chat du rabbin. On est là dans un moment un peu particulier. Joseph disait, il y a l'Ukraine, mais il y a aussi quand même eu un premier tour de la présidentielle. Donc on est censé rigoler, être très souriant, etc. Mais il y a quand même des choses un peu flippantes en ce moment, à droite, à gauche. Et donc il va falloir, voilà, faudra. Et c'est très bien parce que justement, quelque part, je trouve qu'une des grandes forces de Sfar, si on doit dire Sfar comme ça, c'est la capacité qu'il a à embrasser le réel, aussi bien dans le passé que dans le présent, et peut-être, on va en parler dans l'avenir, avec humour, mais toujours avec une grande lucidité. Ça va être un des fils conducteurs de ce soir, c'est la question du regard, parce que si je devais vous présenter, je ne vais pas vous présenter, énumérer votre œuvre de scénariste, de dessinateur, de cinéaste, d'écrivain aussi, de romancier, d'essayiste quelque part, de prédicateur aussi, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux. Mais je dois dire que je voudrais commencer comme ça tout simplement en disant que moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Pas seulement pour votre talent, mais aussi justement pour une sorte de courage. Je vous l'avais dit quand on s'était vu pour ce roman qui s'appelle Le dernier juif d'Europe, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je trouve qu'il y a chez vous une façon de faire rire ou une manière d'utiliser l'humour, quel que soit le support, quel que soit le geste que vous posez au moment où vous déployez votre humour. Il y a une manière très intelligente, très sensible et très fine de faire de l'humour une sorte de désespoir surmonté, de révolte supérieure. Et j'espère qu'on va le voir ce soir. Oui, il faut absolument que vous nous fassiez rire ce soir, c'est très important, surtout quand c'est commandé, c'est toujours très facile. Et donc, pour moi, la question clé, c'est celle du regard. Et je voudrais vous commencer simplement là-dessus. Vous dites vous-même d'ailleurs que pour vous, le dessin est une manière d'apprendre à regarder, que le dessin est une manière de ne pas se laisser enfermer dans le carcan des mots, dans le filtre des mots. Vous dites que le dessin, c'est, et on va commencer très vite à en parler à propos du chat du rabbin, c'est une manière de regarder très simplement le réel en face. Et que c'est votre manière à vous, plus que l'écriture, plus que la prose, plus que la parole aussi, de chercher à voir les choses telles qu'elles sont. Oh ben oui. Je viens de loin. Hein. Quand mon père a décidé de devenir religieux au moment du décès de ma maman quand j'avais 4 ans. Et il m'a mis toutes sortes d'idées en tête, à tel point que lorsque j'ai découvert que Lévinas avait écrit des lectures talmudiques, ma première réaction, ça a été « mais de quel droit, c'est pas un rabbin ?» Donc c'est vous dire si je viens d'assez loin. J'ai été sauvé par 1000 choses, entre autres par le dessin que avant, je n'osais pas trop le dire, mais maintenant, pour moi, c'est une évidence. Le dessin est une science humaine. Le dessin est une manière d'appréhender le réel sans les mots, peut-être parfois sans les a priori, quoique, demander à un blanc de dessiner un noir, demander à quelqu'un de dessiner quelqu'un qui n'est pas de son ethnie, vous allez avoir des surprises sur les présupposés. D'ailleurs, j'adore quand on me caricature, on me fait volontiers un nez juif que je n'ai pas. Enfin, j'ai une certaine sorte de nez juif, mais pas celui qui vient spontanément à l'esprit. Et donc, la pratique du dessin comme science humaine, c'est-à-dire comme intelligence du monde, c'est-à-dire, pour revenir à Lévinas, comme manière de voir avant d'ouvrir sa gueule et donc d'être de plein pied dans une espèce d'horizontalité, ça c'est à la portée de tous. C'est-à-dire de la même façon qu'on vous a appris la graphie, l'écriture, il n'y a rien de plus difficile que d'écrire une phrase, effectuer un dessin, ça devrait être à la portée de tous, ça devrait faire partie d'une certaine façon des humanités. Ensuite, libre à chacun d'en faire une discipline artistique, ou alors comme quand j'étais petit, je disais que je voulais faire dessinateur, on me disait tu veux faire du dessin technique avec encore un peu d'espoir, malheureusement non. Vous m'avez fait l'amitié de dire que j'ai du courage. Je ne le crois pas un instant. En revanche, peut-être la question qui court derrière mon travail, c'est de quoi j'ai peur. – Et là, j'admets volontiers que j'ai pas peur des mêmes choses que les autres.
J'ai grandi écrasé par l'image d'un père qui était un notable juif niçois, qui était de tous les combats. Ça a été un de ces avocats qui a fait mettre en prison des néo-nazis dans les années 70, ce qui fait qu'on a grandi entre les valises et les cercueils dans la boîte aux lettres et les coups de fil la nuit. J'ai eu un grand-père qui a fait partie des quelques médecins de la brigade Alsace-Lorraine et qui se battait d'abord dans l'Est de la France, puis en Allemagne, sans savoir ce qu'il advenait de sa famille pendant la Shoah par balle, et qui même après n'a pas voulu faire de recherche. Et finalement, ma plus grande terreur, ça a toujours été de ne pas être à la hauteur de ces types-là, sans compter qu'on n'a pas trouvé mieux que de m'envoyer au lycée Masséna de Nice, où j'ai grandi dans l'ombre de Romain Gary et de Joseph Kessel. Moi, mon rêve d'enfant, ça aurait été de dire à Hitler ces 4 vérités. Malheureusement, face à moi, il n'y avait que le Front National de la Jeunesse à Nice, c'est-à-dire des skinheads qui sont même pas prolos, qui sont des gosses de bourgeois niçois qui se cherchent une activité. Donc ça faisait des combats bien médiocres. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fini dans les bandes dessinées, en me disant que... Mais l'idée de ne pas être à la hauteur, et ensuite, pour revenir au moment d'écriture, au moment où on décide de raconter ou de la fiction, ou le vrai monde, ou quelque chose, on le fait parce qu'on est tenu, comme dirait Bachelard, par quelque chose qui produit l'envol, quelque chose qui nous fait. La question que je poserais, c'est qu'est-ce qui nous atteint ? C'est-à-dire que depuis que les réseaux sociaux existent, je poste ce qui me passe par la tête, encore que je réfléchisse un petit peu. Et depuis la première fois où j'ai fait un post, j'ai reçu des menaces, des insultes, des machins. Donc ça, c'est le quotidien. Et il y a certaines menaces qui, parfois, vous atteignent davantage, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que parfois, ça vient de gens dont on s'imagine qu'ils sont culturellement proches, peut-être. En plus, moi, je suis bête parce que je ne suis pas très innovant dans mes combats. J'ai un combat simple. Depuis que la famille Le Pen a accueilli Franz Schönhuber, ancien Waffen-SS, à l'Acropolis de Nice, c'est le Front National, c'est non. C'est pas compliqué. À l'époque, quand on disait ça, il y avait la France entière dans la rue. En plus, je suis d'extrême gauche. J'ai voté PCF pendant longtemps. J'ai même voté NPA, c'est dire si je suis un esthète. À l'origine, c'était pour faire chier mon papa, puis après, le pli est resté. Toujours est-il que la semaine dernière, j'ai eu droit à des disputes sérieuses avec des amis proches, parce que j'ai eu le malheur de dire que dans le cas où Macron se retrouvait au second tour, je voterais contre Marine Le Pen. C'est tout. Et ça a suffi à faire des débats où je suis la grande bourgeoisie, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, je ne sais pas ceci, je ne sais pas cela. J'ai eu droit la semaine dernière, dans un monde où on a 3,5 millions de réfugiés ukrainiens qui, il y a un mois, étaient encore tranquillement chez eux. J'ai eu droit venant d'une journaliste parisienne, mais cette élection ne va tout de même pas tourner autour de l'Ukraine. Alors, j'ai beau pas vouloir me rappeler de Romain Gary et surtout d'Albert Cohen et de sa Société des Nations, ça ressemble quand même bougrement. Ça ressemble quand même énormément. Et si je voulais être vraiment méchant, Dieu sait que j'aime mon pays plus que tout, je précise pour les oreilles extérieures, mon pays c'est pas Israël, c'est la France. Quand Arthur Koestler était en France au moment de la guerre d'Espagne et qui voyait le désintérêt de la population française face à ce qui se passait en Espagne, il a eu une phrase que je ne saurais pas redire, mais qui tenait en quelques mots entre les Français, leur restaurant, leur maîtresse. Dieu sait que j'adore le sexe et que j'adore manger, mais on a une manière bien à nous parfois, comme les taupes, de nous préoccuper que de problématiques intérieures. Ce serait pas grave si on ne passait pas en plus notre vie à le reprocher à tout le monde. Mais je crois que là, il y a un enjeu. Et ce matin, parce qu'il y a toujours des petites cerises sur des petits gâteaux, donc j'ai eu le malheur de faire un tout petit dessin. J'ai eu une phrase super d'Anne Sinclair il y a quelques années. J'écrivais pour le Huffington Post et j'avais écrit quelque chose contre les islamistes. Vous voyez, j'ai toujours des combats assez consensuels en général. Je suis toujours d'accord avec... Bon, j'écris un texte contre les islamistes qui était peut-être assez brutal. Et j'ai dit, Anne, qu'est-ce que vous pensez? Je risque quelque chose? Elle dit, non, Johan, il y a plus de 3 pages et des longues phrases, ils ne liront pas. Elle avait totalement raison, puisque juste après le premier tour, je me suis borné à faire le plus petit dessin possible, avec le plus petit slogan possible. J'ai bien fait attention de ne pas écrire Macron, pour ne pas être un social traître. J'ai même pas écrit voter Macron. Je me suis dit, comment je peux faire pour... J'ai dit, bon, depuis que j'ai le droit de vote, on m'a toujours dit de voter pour un con, pour voter contre les Le Pen. Je vais continuer. Le Pen, c'est non. Juste, qu'est-ce que je me fais insulter depuis quelques jours, de tous les côtés. Et... le petit message parmi les centaines qui m'a allez, je ne sais pas si c'est blessé, mais je pense que vous le recevrez comme moi. Avec ta gueule,
ta famille et toi êtes là pour profiter de la France. Si ça te plaît pas, retourne chez toi. En ce qui concerne la population juive française, elle était sur notre sol à peu près 400 ans avant l'arrivée des ancêtres de Jean-Marie Le Pen. Et il est vrai que le décret Crémieux a été abrogé brièvement sous Pétain. Mais parmi toutes les insultes que je reçois, je dois dire que celle-là a fini par me heurter. Mais j'ai eu une petite satisfaction, c'est que j'ai déjeuné ce matin avec mes élèves des Beaux-Arts, dont beaucoup sont issus des quartiers populaires. Je suis très maladroit, j'invite mes élèves à déjeuner en plein Ramadan. Et il y a un élève avec un gentil sourire qui m'a dit « Tu vois ce que ça fait quand on te reproche de profiter des allocations ?» Et lui, il m'a sauvé. Lui, il m'a sauvé parce que je découvre qu'on a une jeunesse en France qui a envie de prendre les bonnes décisions, qui, quand elle voit arriver Jean-Luc Mélenchon, se dit grâce à lui, ça va changer. Grâce à lui, enfin, les riches, les pauvres, ça va être pris en compte et tout. Et ils ressentent comme un deuil le fait de ne pas avoir eu cette victoire qu'ils attendaient. Et avec eux, je parviens à discuter. Avec la jeunesse, je parviens à discuter. Voilà, donc la question, c'est pas de quoi j'ai peur, la question, c'est qu'est-ce qui me heurte. Et il y a des petits trucs qui parfois font des petits trous dans la carlingue. Alors moi, ma question, c'était celle de la lucidité. Vous avez commencé à y répondre sur le regard. Et je voudrais revenir, parce que le chat du rabbin, à un moment donné, je crois dans le tout premier tome, dit j'ai dit la vérité juste pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. Donc la question de la vérité et du voir est tout de suite nouée dans le discours même de ce chat. Et puisque on est quand même là aussi pour ça, pour célébrer les 20 ans de cette histoire, de cette aventure, je voudrais simplement que vous nous racontiez, parce que j'ai découvert, moi je ne connais pas du tout toute l'origine de ce projet et de ce qu'il est devenu. Finalement, vous dites vous-même qu'à l'origine du chat du rabbin, il y a le regard d'un chat. Vous racontez que vous êtes allé chez une éleveuse et que vous avez choisi un chat qui vous a sauté dessus, littéralement, qui vous a choisi avant que vous le choisissiez, que c'était le plus moche, le plus étrange, etc. Et que c'est l'intensité de son regard ensuite qui vous a donné envie d'écrire toute cette histoire. Donc, à l'origine même de cette histoire, il y a un regard. Ah oui, et c'est l'inverse de « il ne lui manque que la parole ». Parce que quand vous faites le chat du rabbin depuis 20 ans, le nombre de lectrices et de lecteurs qui viennent en vous demandant de faire un dessin pour leur chat parce qu'il est si intelligent, je peux vous dire que j'ai des chats depuis toujours et j'ai eu la chance d'en disséquer. Leur cerveau a la taille d'un œil. Donc ils ne sont pas très intelligents, mais on peut les aimer quand même. Donc c'est l'inverse de « il ne lui manque que la parole ». C'est que face au regard d'un chat, on est face à une étrangeté dérangeante. On est face à de grands yeux qui nous scrutent, qui créent un malaise. Et moi, comme l'huître qui fabrique une perle autour d'un caillou, le malaise, je l'entoure de dessins, je l'entoure de mots. Et les enfants découvrent la littérature par les fables de La Fontaine, par le roman de Renard, par les animaux anthropomorphiques. Et il y a eu, dans le chat du rabbin, mais dès la première image, une envie de convoquer, j'allais dire, toute ma culture de CM2. C'est-à-dire les fables de La Fontaine, les souvenirs de Pagnol, même si c'est pas la même Méditerranée, et une petite créature comme Scapin, comme Figaro, comme tous les valets de théâtre, qui va dire ce qu'on n'est pas censé dire. Et ensuite, je mets des années à me demander ce que ça signifie. J'étais parvenu tout seul au constat de départ. Les tours jumelles venaient de s'écrouler, les éditoriaux parlaient de choc des civilisations, ma grand-mère du Maghreb venait de mourir, et je venais d'avoir mon premier enfant. J'ai voulu faire une légende pour réenchanter... Parce que des fois, dès qu'on parle de Maghreb, les gens se crispent. Ils disent « Oh là, quand est-ce que va arriver la mauvaise nouvelle ?» Donc, très consciemment, j'ai voulu faire une légende joyeuse sur le Maghreb pour que tout le monde se retrouve. Ça, c'était conscient. Petit à petit, je me suis dit « Mais c'est quoi ce chat qui n'a pas la parole et qui la prend ?» Alors là, j'ai trouvé aussi une autre explication tout seul. Je me suis dit, mais quand ma mère est morte, on ne m'a pas dit qu'elle était morte. Et 2 ans, on m'a dit qu'elle est partie en voyage. Et 2 ans après, on me l'a dit. Et je me suis dit, ces 2 ans de latence, entre 3 ans et demi et 5 ans, c'est le moment où je faisais partie de la famille, mais je n'avais pas la parole. Comme chez les Juifs, l'humanité, c'est la parole. J'étais le petit animal de la famille. Et ça, je suis arrivé tout seul. Mais alors récemment, j'ai eu une conclusion qui va beaucoup plaire aux gens du Mage, mais qui ne plairait pas dans certaines synagogues. Je travaille avec un scénariste extraordinaire sur l'adaptation en série télé du chat du rabbin. Il s'appelle Benjamin Charbit. C'est un génie.
Et il m'a appris ce que c'est qu'une série télé. Moi, j'ai beau en regarder, je ne sais pas ce que c'est. Et il m'a appris le sens du chat du rabbin. Il m'a dit, mais écoute, c'est ton rabbin qui se retrouve avec sa synagogue, qui a peur de la perdre, mais il ne sait pas quoi en faire. Et pendant qu'il a peur de perdre sa synagogue, il y a sa fille qui va avec un autre type. Et il me dit, mais le sens profond du chat et les questions de ton animal, c'est faut-il se débarrasser du judaïsme? Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. Mais quand on y pense, interroger le judaïsme, c'est passer notre temps à nous demander qu'est-ce qu'on va faire d'une tradition religieuse qui est épuisante, qui si on la garde telle qu'elle, ça s'appelle mettre les choses au congélateur, ça peut être très... voilà. Si on s'éloigne totalement de ça, on en vient à cet aveu que m'avait fait mon père quand à l'âge de 7 ans, il m'a amené au Yad Vashem et il m'a dit « Hitler a essayé de nous exterminer, tu dois absolument faire des enfants juifs ». Ce à quoi mon grand-père maternel, qui lui avait perdu toute sa famille à Bolechov, près de Lvov, a dit à voix assez haute pour que mon père l'entende, « Dis à ton papa que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler ». Mais tout de même, chacun ou chacune, quand on se lève le matin et qu'on a hérité de ça, on ne sait pas quoi en foutre. Et comme je ne suis pas très malin, ça fait 20 ans que je partage mes doutes et mes angoisses avec mes lectrices et mes lecteurs, et ça rend très heureux. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je parlais en partie de courage. Je faisais allusion notamment à vos positions sur l'antisémitisme que je trouve très fortes parce que vous avez une capacité à nouveau à nommer les choses sans vous laisser attraper par un truc grégaire ou communautariste, etc. Et dans votre rapport au judaïsme, puisque vous y faites allusion, vous avez aussi une sorte de va-et-vient comme ça où à la fois vous assumez pleinement des choses, vous vous inscrivez dans une tradition, dans une filiation, dans une transmission du texte, de gestes, de plein de choses, et en même temps vous refusez de vous laisser un peu comme ça coincé et cloué au mur des appartenances communautaires. Et de ce point de vue, vous me faites penser à quelqu'un que je cite quasiment à chaque fois que je viens ici, parce que pour moi, ce lieu est largement associé à lui, qui a des points communs avec vous, notamment ses origines algériennes. C'est le philosophe Jacques Derrida, qui parlait de sa nostalgérie, souvent. Et Jacques Derrida, lui aussi, parlait très très bien de cette gêne que vous avez évoquée à l'égard du chat, le regard du chat qui vous met dans la gêne, qui vous met dans le malaise, etc. Et il y a un passage très beau que je voudrais vous citer, parce que c'est aussi un de mes trucs, c'est de citer des textes ici ou ailleurs. Un texte où il part du regard du chat, et du regard du chat sur lui en tant qu'il est nu, comme quelque chose de très important qui va lui permettre de déployer toute une pensée de la singularité humaine et de la différence homme-animal. Et donc Jacques Derrida disait, c'est pour aller dans le sens de ce que vous évoquiez tout à l'heure, souvent je me demande, moi, pour voir qui je suis. Et qui je suis au moment où, surpris nu, en silence, par le regard d'un animal, par exemple les yeux d'un chat, j'ai du mal à surmonter une gêne. Se trouver nu, le sexe exposé, à poil, devant un chat qui vous regarde sans bouger, juste pour voir, un regard de voyant, de visionnaire ou d'aveugle extra-lucide. Ça vous est arrivé, vous, ça, de vous voir nu dans le regard d'un chat? Et est-ce que vous en avez tiré d'aussi profondes méditations philosophiques que Derrida? Oui, sans doute. Il y a des fois où la nudité m'a été plus pénible et c'était pas face au chat. Mais oui, je crois que le dessin ou l'écriture intervient quand il y a malaise, quand il y a gêne, et pour une raison que je ne saurais pas dire, sur le judaïsme, il y a quelque chose d'inépuisable pour moi parce que je suis une montagne de paradoxes. Et puis je travaille là-dessus et c'est mon lecteur qui paye, donc c'est bien. Mais ça ne m'intéresse pas, le judaïsme, si ça ne fait pas partie du concert des nations. Il y a une amie, Avishag Zafrani, a sorti il y a quelques jours une phrase extraordinaire de Kundera. Malheureusement, je ne m'en souviens pas bien. Et Kundera a écrit ça lors d'un précédent conflit européen, il y a une quinzaine d'années. Il a parlé de ces petites nations européennes coincées entre l'Allemagne et la Russie. Et il a dit que le plus grand symbole de ces petites nations, c'est la nation juive. Je m'intéresse beaucoup à cette idée en ce moment parce que je lis beaucoup sur la Shoah par balle, et sans doute à cause de l'Ukraine, ça a déclenché quelque chose. Et les historiens actuels de la Shoah réfutent le travail sur le nombre de victimes en disant ça c'est la comptabilité nazie, c'est-à-dire il y a eu tant de morts. Ils réfutent la photographie individuelle des victimes en disant là on décrit toute une série de meurtres, ce sont autant d'épisodes de Colombo. Le vrai sujet de la Shoah, ce sont les familles.
c'est la destruction des cellules familiales. Et sur ce sujet-là, sur la destruction des familles, il y a une porte que je ne voulais pas ouvrir pendant des années. Je ne devrais pas le dire parce que je sais qu'ils sont utiles, mais je déteste les ouvrages artistiques sur la Shoah. Surtout ceux qui donnent aux lecteurs, et singulièrement aux jeunes lecteurs, le sentiment qu'il est informé. Et pour moi, le seul livre valable sur la Shoah devrait ouvrir une porte, comme l'a fait le film de Lanzmann, vers une étude historique qui devrait ne jamais s'arrêter. Ça devrait ouvrir sur d'autres livres. Et je crois, quand il parle du symbole des nations européennes, il y a deux choses à ne pas confondre. La Shoah est un crime unique, imprescriptible, qui ressemblera jamais à aucun crime. En revanche, les motifs qui l'ont provoqué sont d'une banalité confondante. Et ils sont devant nous aujourd'hui, de tous les côtés. Et moi, quand je vois une violence, fût-elle un meurtre de masse, j'ai l'envie d'enquêter comme quand Sherlock Holmes enquête, pour le dire simplement. La façon dont Barbie torturait et dont la Gestapo torturait s'est retrouvée ensuite en Algérie, en Grèce, en Libye, en Égypte. Les gens qui avaient appris la torture avec la Gestapo l'ont transmise à toutes les organisations d'extrême droite de par le monde, jusqu'à même parfois la CIA. À l'inverse, ou j'allais dire dans l'autre camp qui nous coince, les massacres auxquels on assiste en ce moment en Europe centrale et en Europe de l'Est, Auschwitz y fait écran, donc on ne le voit pas. C'est la Shoah par balle, c'est la forêt de Ponary, et c'est le cosaque dont la femme arrive avec une charrette à bras pour voler les affaires de la famille qu'on vient d'assassiner. Et ça, on le voit en ce moment. Ça, on voit en ce moment la Russe qui est à la maison et qui téléphone au mari pour qu'il prenne un grille-pain. Et je crois que travailler sur ces sujets-là, c'est une porte que j'ai ouverte sans faire exprès, que je me prends dans la figure. Et je suis en train de faire un carnet, je ne sais pas comment je vais le finir, j'en suis à 600 pages. À chaque ligne, j'ai peur de dire une connerie. J'ai peur qu'on croie que je compare la Shoah à ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas le cas. J'ai peur qu'on croie que je prends les Ukrainiens pour des nazis parce que je réouvre l'histoire des Einsatzgruppen. On vous a sans doute fait peur avec les Einsatzgruppen nazis où on vous a raconté des nazis qui tuent des juifs. C'est pas vrai. Il y avait un nazi pour 19 paysans locaux. En Lituanie, en Ukraine, dans tous ces pays. Je réouvre tout ça avec à la fois précaution et fougue, parce que je crois que si on ne nous informe pas sur les techniques de meurtre auxquelles on assiste, on ne peut pas voir ce qui est en train de se passer, jusqu'à nos lâchetés internes. Il y a des choses, je sais qu'on ne me pardonne pas. À l'extrême droite, je m'en fous, mais dans mon propre camp à gauche, c'est quand j'ai eu le malheur de dire que certains pacifismes de gauche ressemblaient beaucoup à celui de Doriot. Doriot, c'est un monsieur qui, avant qu'il s'illustre auprès du maréchal Pétain, était vu comme une grande figure de la gauche, un peu bouillante, un peu criant, mais tout de même très attachant, avec un sacré caractère. Et puis après tout, qu'est-ce qu'on allait avoir des problèmes à cause de... Voilà. Donc, mon anxiété, c'est quand ça me gratte, je gratte. Et comme j'aime pas me gratter tout seul, je partage. Justement, puisque vous parlez d'autres anxiétés, est-ce que vous avez fait une psychanalyse ? Oui, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Quand j'ai eu une séparation finalement, j'allais dire assez joyeuse, on a vécu ensemble 30 ans avec mon ex-femme, on était très heureux. Puis un jour, on en a eu marre. Enfin, elle m'a dit une très belle phrase. Elle m'a dit j'adorais être avec un dessinateur. J'ai pas demandé à être avec un réalisateur de cinéma. Ça avait l'air de rien, mais ça a acté notre séparation. Et autour de 35 ans, j'ai découvert ce que c'était que d'être célibataire. Je dois dire qu'au début, j'ai bien aimé ça. Et assez vite, je me suis trouvé comme l'infirmière dans les telenovelas, amoureux d'une nana qui m'a expliqué qu'elle était mariée et qu'elle allait quitter son mari le lendemain. Moi, je ne connaissais pas, je ne regarde pas beaucoup des telenovelas. Et j'ai passé quelques mois à attendre qu'elle quitte le mari, qu'elle n'allait jamais quitter. Donc, je m'apprêtais à arrêter cette histoire au moment où mon papa est décédé. Et au décès de mon père, moi qui faisais tout pour lui plaire, j'ai pris 15 kilos et j'ai déprimé. Et là, j'ai vu une psychanalyste. J'y allais pas pour moi, j'y allais en pensant que mes enfants étaient peut-être perturbés par ma lointaine séparation. Mes enfants s'en foutaient, ils n'avaient pas du tout envie de voir. Et donc, cette pédopsychiatre, qui ressemblait à un dessin de Quentin Blake, m'a dit écoutez, vos enfants vont très bien, mais vous m'avez l'air d'avoir besoin de parler. Alors, j'ai dit non, je parle à mes lecteurs, ils me payent. Voilà. Et elle me dit ne refusez pas la main qu'on vous tend. Et je me revois m'asseoir dans ce cabinet de pédopsychiatre sur une chaise pour enfants. Et j'ai passé 6 mois à parler à cette dame au milieu des jouets.
Mais vraiment, c'était très angoissant. J'avais de la tachycardie, je repartais en transpirant. Ça coûtait quand même de l'argent. Et au moment où j'étais certain qu'elle m'avait sauvé la vie, parce que cette dame m'a sauvé la vie, j'ai dit voilà, au revoir. Et j'ai proposé, c'est séfarade, mais c'est pas très psychanalytique, j'ai proposé de l'inviter à déjeuner, et elle a dit que c'était interdit par sa religion. Donc moi, les interdits alimentaires, je respecte. Et depuis, on s'est pas vu. Je refais des bandes dessinées, ça se passe très bien. Donc ça a été bref, mais je recommande cette pratique pour les gens qui en ont un besoin urgent. Bon, je rebondis d'un truc à l'autre, c'est normal, c'est comme chez le psy, justement. Vous avez fait allusion là à l'instant à cette petite chaise et ce qu'est la pédopsychiatrie. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de votre papa et de votre grand-père et de vos parties génitales qui doivent ou non lutter contre Hitler. Ça me fait penser à cette formule que j'aime beaucoup aussi citer parce que je trouve qu'elle est forte, notamment parce qu'elle vient de quelqu'un qui était un antisémite pendant très longtemps, qui ensuite s'est retourné un peu contre son propre camp. Donc c'est l'écrivain Georges Bernanos qui disait justement que l'honneur juif, c'était de durer. Ce peuple, voilà, c'est le but que se propose, que s'est toujours proposé ce peuple impérissable, n'est pas de vaincre mais de durer. C'est de la durée qu'il attend le salut. Qu'Israël dure et le Très-Haut vaincra pour lui. En attendant, l'honneur, c'est de rester juif et de faire des enfants juifs, d'en faire assez pour que tous les pogroms ne puissent anéantir ce que Dieu a ordonné de conserver. Donc là, il y a une espèce d'alliance objective entre Bernanos et votre père. Et qu'est-ce que vous leur répondez finalement, à part glaçant. Sur le mode de la blague Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai transmis aucune éducation juive à mes enfants. Je crois qu'ils se sentent juifs, mais comme hommage, c'est-à-dire de manière culturelle. La famille de mon ex-femme, ce sont des diplomates lituaniens qui étaient en poste dans les années 20. Donc je suis ravi, comme ça ils n'ont pas de sang juif sur les mains. Et quand Staline a envahi leur pays, ils ont très, très opportunément choisi de rester en France. Ce qui fait que mon fils aîné est très grand, très blond. Et je dois dire qu'il y a une part honteuse de moi qui est assez rassurée, parce que je me dis que grâce à ça, on ne va pas l'embêter. Il fait des études au Colorado. Et le mois dernier, il y a un type qui est arrivé dans sa classe et qui a expliqué qu'il était nazi. Donc aux États-Unis, nazi, c'est une opinion politique comme une autre. Donc évidemment, c'est un abruti qui écoute Fox News, qui n'écoute rien. Et comme mon fils c'est 2 têtes de plus que lui et que c'est le plus bagarreur de la famille, mon fils s'est fait un grand plaisir à lui expliquer qu'il était juif. Et c'est la première fois que je vois mon grand garçon revendiquer son judaïsme. Et l'autre était choqué, outré. Ça a été l'occasion de plein d'explications, etc. Donc ça m'amuse. Non, quand je vous dis que je ne sais pas quoi faire du judaïsme, c'est une réponse très, très sérieuse. C'est pas une blague, c'est pas une boutade. J'adore en fait qu'on ne sache pas où le mettre, qu'on ne sache pas si c'est un peuple, qu'on ne sache pas si c'est une religion, qu'on ne sache pas si c'est une ethnie. Je suis toujours frappé. C'est souvent les gens les moins juifs qui savent le mieux ce que c'est et ce qu'il faudrait en faire. Il y a une image, vous savez qu'on se colle depuis toujours. Je reviens à cette notion de famille. On se colle depuis toujours la notion du juif errant. Ça, c'est pas de notre fait. Ça, c'est une décision du monde chrétien qui a des difficultés avec le Père. Et donc, c'est tout de même pas de notre faute si on s'est pris des coups de pied aux fesses pendant toute notre histoire. C'est parce qu'on avait... c'est pas compliqué. Pourquoi on dit que c'est un symbole des nations européennes ? Il faut 2 conditions pour qu'un peuple soit maltraité. Elles sont très simples. La première, toutes les nations autour doivent s'en foutre. La deuxième, ce peuple ne doit pas avoir les moyens de se défendre. Pendant toute leur histoire, les Juifs n'avaient pas le moyen de se défendre, et globalement, quand on les expulsait de quelque part, c'est exactement ce que souhaite Poutine pour l'Ukraine aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que l'Ukraine, c'est les Juifs. Je suis en train de dire que le même mécanisme est à l'œuvre. Et voilà, je touille beaucoup dans ces idées en ce moment, mais la notion de famille revient beaucoup, la notion de peuple et de nation revient beaucoup, parce qu'elle est extrêmement dérangeante, parce que dans l'imaginaire commun, une nation, ça a une armée et ça a une terre. Moi, si j'avais été en 1903, après Kishinev, en Europe centrale, je connais ma nature, je sais que je ne serais pas parti en Israël, je sais que je ne serais pas parti aux États-Unis, je sais que j'aurais été avec le Bund, je sais que j'aurais dit la voix juive est une voix des nations européennes. Même si elle n'a pas de territoire, c'est l'orgueil des nations européennes de protéger cette petite nation. Donc j'ai depuis toujours la conscience que si j'avais été en Europe à ce moment-là, j'aurais fait le mauvais choix et j'aurais été exterminé. Mais avec le recul, je crois que c'est le choix le plus noble. Je suis très attaché à Israël parce que j'y ai beaucoup de famille.
J'adore y aller, et je m'y sens très bien. Mais je me sens profondément européen. Et selon moi, en travaillant sur le chat du rabbin avec Benjamin Charbit, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les Juifs d'Algérie, c'est pas les mêmes que les Juifs d'Algérie qui sont à Paris aujourd'hui. C'est pas les mêmes que les Juifs d'Algérie qui sont en Israël aujourd'hui. Et ben de même, les Juifs de la Mittel Europa, c'est pas les mêmes que les Juifs d'origine ashkénaze qui sont aujourd'hui ou ici ou en Israël. Et je suis très attaché en ce moment à cette notion de nation juive européenne, sans territoire, sans police, mais avec une voix sans laquelle l'Europe cesserait d'être elle-même. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu Spinoza, on aurait encore des rois complètement imbéciles. Le jour où ils décident de commencer à détricoter tout le système, il nous met dans une horizontalité dont on n'est pas parti depuis. Si je sais qu'il y a beaucoup de psychanalystes dans la salle, donc on va m'engueuler parce que c'est la mode de détester Sigmund Freud. Il a dit beaucoup de conneries. Mais s'il n'y avait pas eu Sigmund Freud, les femmes ne pourraient pas sortir seules le soir en Europe. Il nous a mis dans un monde où c'était possible. Donc je crois que les voix juives sont importantes et j'aime beaucoup me dire que c'est une nation. D'ailleurs, pourquoi le chat du rabbin? Parce que je disais tout à l'heure le chat parce que vous êtes tombé sur un chat qui vous a regardé non pas nu, mais en tout cas qui vous a regardé d'un drôle d'air et vous a dit tiens, ce regard a une intensité particulière, je vais faire quelque chose sur les chats. Mais vous auriez pu faire le chat du pasteur, le chat du curé, le chat de tout un tas de choses. Pourquoi le chat du rabbin? À vrai dire, c'est biographique. Il y avait un rabbin à Nice formidable qui s'appelait le rabbin Assayag, qui avait de grosses difficultés d'élocution. Et on avait à Nice deux grands rabbinim. Il y avait Jean Kling, qui était un immense orateur. Dès qu'il parlait, tout le monde écoutait. Il faisait des blagues formidables, machin. Les gens l'écoutaient, ils avaient envie de se convertir au judaïsme, les pauvres. Et il y avait le rabbin Assayag, qui était très humble, qui avait du mal à s'exprimer, qui était très profond, qui était très algérien, et qui possédait un perroquet. Et il avait une phrase formidable, quand il venait nous voir au Talmud Torah, il disait « J'ai à la maison un perroquet, il parle mieux que moi ». Et à vrai dire, avant de penser au chat, j'ai pensé à ce rabbin avec son perroquet, et comme je suis méchant, je me suis dit, de toute façon, j'avais pas envie de dessiner un perroquet parce que j'avais un chat, et je me suis dit, un chat va le manger. Oui. Et alors sur la question, c'est intéressant parce que dans ce va-et-vient entre appartenance, non-appartenance au judaïsme, vous aimez dire que vous êtes un croyant incroyant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu mais qui prie 3 fois par jour, quelqu'un qui en même temps adore les rites, un rapport très fort au sacré. Et puisque bientôt c'est Pessah, je voulais citer, c'est Pâques, je voulais citer la première page de ce roman donc, qui s'appelle Le dernier juif d'Europe, qui est très drôle, qui est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui décide il décide quoi? C'est un juif qui en a marre et il décide de se faire remettre le prépuce. Voilà. Il a envie de dire bon si vous êtes tellement obsédé par les juifs, je vous les laisse. Je vais me faire et dès la seconde où il se le fait remettre, il essaye de devenir antisémite parce que c'est quand même la chose la plus délicieuse qu'on peut faire dans ces moments-là. Voilà. Donc c'est très drôle, c'est plein de et puis c'est très courageux aussi sur toutes les questions politiques qui nous occupent en ce moment et d'autres. Et donc, je cite juste les premières lignes. Nous étions, le premier chapitre s'appelle Pâques juives. Nous étions réunis pour la fête de Pessah. Papa, maman, Leningrad, mon futur mari, ainsi que Madame Migosi, la voisine corse qui se fiche de la Pâques juive, mais que l'on invite quand même parce qu'elle est seule. Je ne me souviens plus du détail de la liturgie, toujours est-il qu'on remerciait Dieu de nous avoir sortis d'Égypte. Même les homosexuels, affirmait maman. Maman, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, ou plutôt je sais que tu dis ça pour mettre à l'aise Leningrad, mais ça produit l'effet inverse. Je l'aime, on va se marier. Je sais mon fils, j'en suis heureuse, puissiez-vous avoir de beaux enfants. Et la question c'est, qu'est-ce que vous allez faire à Pessah? Je vais voir ma tante. J'ai une tante qui a 91 ans, qui habite Paris, et que je vais voir à chaque fête juive. Et voilà. Et ensuite, non, le nouveau truc, c'est que je me remets le nez dans les textes depuis quelques années parce que moi, je rêve toujours de vendre beaucoup de livres pour rembourser ma maison et pour plein. Et il y a tout de même il y a 2 grands best-sellers sur cette planète, le Petit Prince et la Torah. Donc le Petit Prince, je l'ai déjà adapté en bande dessinée. Et la Torah, je m'y remets. C'est super. C'est super. Écoutez pas les rabbins qui vous racontent que c'est un texte qui a été écrit d'une seule voix ou d'une seule main. C'est pas vrai du tout. Chaque passage de la Torah contredit celui d'avant. Ça veut dire qu'il y a
une bande de névrosés dans notre genre qui se sont succédés de génération en génération, et avant même que ce soit commenté autour par Rachi et par toute la compagnie, c'était déjà commenté à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une écriture paradoxale qui appelle la bande dessinée, qui appelle le dessin, et moi, Pessard, ça me tient beaucoup à cœur pour le souvenir des rites, pour les notions qui reviennent toujours de refus de l'orgueil, de refus de la putréfaction, de refus de tout ça. Donc oui, malgré moi, c'est des petits réveils qui sonnent, j'imagine, comme c'est Johnny Cash qui disait j'ai tout appris à l'église pendant les chansons le dimanche, je détestais ça quand j'étais petit, mais sans ça je chanterais pas. Moi je crois qu'il y a la même chose, on nous apprend le rythme des années, le rythme des jours avec les fêtes religieuses quelles qu'elles soient, et on serait bien bête de pas travailler sur son propre terroir. Je dois dire qu'il y a un terroir que je découvre actuellement après avoir beaucoup résisté, c'est la ville de Nice. Ça fait 20 ans que je fais des histoires sur l'Algérie où j'ai jamais foutu les pieds. Et là, en septembre, je sors un album qui va se passer à Nice. Ça me soulage beaucoup parce que depuis 20 ans, c'est de ça que je parlais. La seule différence, c'est qu'à Nice, je connais vraiment les gens, je connais vraiment les rues, je sais de quoi je parle. Et pour moi, l'exégèse que je peux faire sur les fêtes juives ou sur la Bible, c'est la même quand je vais sur toutes sortes de souvenirs. C'est-à-dire que c'est comme l'école de police, ils vous apprennent leur méthode. Et je crois que j'ai une méthode très, très talmudique quand je travaille. Le Talmud chez les chrétiens, ça s'appelle la paranoïa critique. Enfin, quand on parle d'un autre antisémite formidable, Salvador Dali, c'est un des plus grands talmudistes du XXe siècle. Enfin, il fait du Talmud appliqué à la peinture à l'huile. Donc voilà, j'aime bien cette école-là. Est-ce que vos enfants seront là alors chez votre tante de 91 ans? Notamment le grand blond. Non, lui je vais le voir parce qu'il va être diplômé, donc il faut que j'y aille. Oui, ma fille va passer sans doute. Et mon fils, oui, pourquoi pas. J'ai un petit garçon qui a 20 mois, pourquoi pas. Mais elle a beaucoup peur des virus, donc elle les regarde beaucoup par écran interposé. Et alors chez vous, il y a une chose moi qui me frappe beaucoup, aussi bien dans vos BD que dans vos romans, c'est que cette question de la lucidité dont je parlais tout à l'heure, ou ce courage de la lucidité, c'est une sorte de discipline de la hantise. C'est-à-dire qu'en permanence, vous dites j'oppose la magie à la magie, et vous faites émerger tout le temps des spectres, des fantômes, etc. Et là aussi, il y a quelque chose de très juif. Hein. Vous savez que Derrida, encore lui, il disait qu'il n'y avait rien de plus beau, de plus révolutionnaire que l'angoisse à l'égard des fantômes. Et on peut se demander si, de ce point de vue, vous ne vous inscrivez pas dans une filiation comme ça d'une espèce de lignée juive pour laquelle la lucidité est une hantise et où la lucidité est toujours un peu ensanglantée. C'est-à-dire, vous savez, Pierre Pachet, qui est encore un autre auteur que j'aime beaucoup, qui nous a quittés il y a quelques années, qui d'ailleurs habitait tout près d'ici. Pierre Pachet a fait un livre qui s'appelle Aux aguets, où il parle de la conscience aux aguets, la conscience aux aguets. Et il dit il faut voir impitoyablement, il faut se hâter de regarder. Et vous aussi, vous dites ça. Vous dites il est urgent d'apprendre à regarder. Ça me fait penser à Pachet. Et de ce point de vue, il y a l'idée que la conscience juive est d'abord une conscience qui est joyeuse en tant qu'elle est aux aguets, c'est-à-dire toujours consciente du passé, des haines déjà prêtes, déjà actives, et en même temps toujours à surmonter. Oui, sans doute. Cette lucidité-là. Alors, en tout cas, c'est ce après quoi je cours. Il y a une forme dans laquelle je suis particulièrement heureux et où se retrouve cette recherche anxieuse dont vous parlez. C'est le carnet dessiné. C'est-à-dire que je crois que mes autres bandes dessinées et mes romans sont des récits dramaturgiques classiques avec un début, un milieu, une fin et parfois des feuilletons. Le carnet, c'est à la fois dans la forme et dans ce que ça raconte, c'est une enquête perpétuelle où le surnaturel où l'humour, ou l'étrangeté sont appelés au service de l'observation du réel. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, à mes yeux, dans la littérature contemporaine, entre le quotidien et le vrai. Quand des romanciers que je ne vais pas citer nous servent chaque année à la même date le même récit depuis 30 ans de leur traumatisme d'enfance et qu'il faut toute la gentillesse du masque et la plume pour ne pas y voir une redite, je ne peux pas m'empêcher de penser que cet auteur devrait avoir recours au surnaturel, devrait avoir recours au diable, au vampire, aux fantômes, parce que c'est comme un cric, ça va soulever le caillou, on va voir des insectes en dessous qu'on n'avait pas vus. Moi, il y a tellement de trous dans ce que je fais. Je dessine des vampires, des fantômes, des diables depuis que je sais tenir un crayon. Je suis en train de me demander pourquoi j'ai jamais travaillé sur le D-Book. Il est derrière toutes mes histoires.
le zombie, le fait qu'on fait quelque chose, on ne sait pas pourquoi, alors on va creuser. Et donc peut-être que la forme la plus personnelle de mes travaux, enfin qui suis-je pour le dire, mais je crois que ce sont les carnets. Et ils m'entraînent toujours dans des endroits que j'avais pas prévus, y compris dans les formes graphiques, y compris dans la manière de pratiquer le dessin d'après nature, de partir dans un petit conte, de revenir et de faire ensuite du montage sur les pages, comme on peut faire sur un montage de cinéma. Enfin voilà, la forme la plus anxieuse de mon travail, c'est le carnet. Le reste, ce sont des petits contes. Mais ça, c'est vachement intéressant, parce que vous dites souvent que vous marchez toujours sur deux pieds, la fiction et la non-fiction, hein, comme ça, la fiction et l'autobiographie, quelque part. Et le dessin, enfin la fiction et le dessin fictionné, le dessin fictionnel, est toujours du côté chez vous de la réflexion et de la tendresse. Quand vous avez à faire quelque chose de dur, aussi bien le divorce, la mort de votre père, etc., ou maintenant la guerre en Ukraine, eh bien, vous avez recours au carnet dessiné. Et donc justement, on va voir quelques extraits des derniers carnets dessinés que vous avez postés sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Bon, je vous raconte en quelques mots. J'ai fait cette bande dessinée qui s'appelle Klezmer aux éditions Gallimard il y a quelques années, à l'occasion de laquelle je suis allé à Odessa. J'ai adoré ce que j'y ai vu. J'ai pas mal de copains ukrainiens, en particulier le chanteur Alek Kopit, qui est le chanteur du Amsterdam Klezmer Band. Et quand la guerre a commencé, j'ai juste, par amour pour ce pays et pour Odessa, fait des dessins de soutien. Petit à petit, ça s'est transformé en une recherche, à la fois tous les jours sur les articles de presse du monde entier pour savoir ce qui se passe aujourd'hui, et à la fois sur le lieu dont vient mon grand-père et ce qui lui est arrivé en Europe centrale, puisque lui n'a pas voulu faire cette recherche. Et le carnet a gonflé. J'ai mis sur Internet que les passages communicables et lisibles en quelques instants et qui s'adressent à tous. Le reste sera dans le livre. Ça va être un truc avec beaucoup de pages dans lequel je me noie un petit peu en ce moment. Vous voyez, c'est intéressant parce que là, c'est bien cette image, si on peut s'arrêter là 2 secondes, on voit bien que parce qu'il y a la guerre, tout d'un coup, il y a une espèce de prolifération du texte. Vous dessinez, mais il y a beaucoup de texte, et parfois, c'est juste, vous reprenez quelque part des dépêches, vous dites, voilà, il y a un missile qui est tombé à tel endroit, vous reprenez des infos, parfois, vous reprenez ligne à ligne un papier de tel journal américain ou du Monde, etc. Et vous avez besoin de gloser autour, de rôder textuellement autour de telle ou telle nouvelle. Oui, parce que, mais ça, je crois que c'est une hygiène à laquelle tout le monde devrait s'adonner. C'est comme si on était des petits journalistes, sourcer les informations qu'on lit tous les jours et s'apercevoir que les médias nationaux de chaque pays donnent une tonalité particulière à l'information. Donc j'engage chacun à essayer d'aller voir ce qui se dit en Allemagne, ce qui se dit en Angleterre, ce qui se dit en Israël, ce qui se dit aux États-Unis sur les mêmes événements. Et ensuite, évidemment, par exemple, j'ai commencé à parler de l'Ukraine et une dame a écrit à ma femme en disant dites à votre époux que lui se considère peut-être comme descendant d'Ukrainiens, mais les Ukrainiens l'auraient considéré comme un juif et ne l'auraient pas, etc., etc., etc. Et vous êtes en train de défendre nos anciens bourreaux. Et là, j'ai pas pu faire autrement que d'abord d'aller ouvrir des vrais livres d'histoire sur l'époque et ensuite de faire une micro-enquête sur ce dont nous parle des bataillons d'extrême droite qui ont existé en Ukraine, qui existent toujours, et répondre pour moi-même à ces questions dans mes carnets. Donc voilà, j'ai découvert une figure qui est, je pensais à la Lituanie, parce que je travaille aussi beaucoup sur la Lituanie, une figure ultra connue en Israël, mais dont on ignore tout en France, c'est Abba Kovner, que je connaissais pas. Donc j'ai vu le dessin d'un grand résistant juif qui a commencé à se battre contre Staline, qui s'est ensuite battu contre les nazis et qui, après-guerre, a décidé d'aller empoisonner les villes allemandes parce qu'il voulait tuer 6 millions d'Allemands. Coup de bol, il n'en a pas tué un seul. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est revenu avec 3000 chants klezmer qu'il a ramenés en Israël. Et ensuite, tout le reste de sa vie a été consacré à emmerder le gouvernement israélien pour créer un musée de la déportation, un musée de la diaspora et toutes sortes d'autres musées qu'il n'a pas pu créer. Donc ça, c'est un personnage qui est devenu important dans mes carnets. Enfin voilà, j'ai découvert toutes ces choses-là et je ne suis pas historien, je ne suis pas journaliste et ce que j'aime bien dans ces carnets, c'est qu'ils ne se vendent pas beaucoup parce qu'ils sont chers, ils font beaucoup de pages. Donc je sais que ça s'adresse à un petit groupe de lecteurs qui m'en voudront pas de faire mes recherches avec eux. Et il y a, alors malheureusement, j'ai oublié le nom de cet ouvrage qui est au cœur de mon prochain carnet. C'est un ouvrage de Wendy Lower où elle étudie une des photos de la Shoah par balle. Parce que contrairement à ce qu'on croit, il y a eu très peu de photographies de la Shoah par balle. Et il y en a une où on voit des Ukrainiens en train
d'abattre une femme qui tient un petit enfant par la main. Et on découvre, après examen de la photo, que dans la fumée, il y a un autre enfant qu'elle tient dans les bras. Et j'ai eu un truc obsessionnel sur cette photographie et sur la joie des assassins et sur cette main d'enfant qui tient la main de sa mère. Et j'essaye de dessiner ça de façon digne. Ma malédiction, c'est que j'ai un dessin pour enfants. L'an dernier, j'ai voulu faire un jeu de rôle qui faisait peur avec des monstres, des vampires et tout, et j'ai découvert que mon jeu était joué dans les écoles maternelles et dans les collèges. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Quand je vais dessiner un Lituanien heureux de faire feu sur la tête d'une mère juive, il va avoir une gueule de personnage de livre pour enfants. Et cette espèce d'empathie qu'il y a derrière mes personnages, je dessine comme Quentin Blake, je ne dessine pas comme un dessinateur réaliste. Je suis obligé de l'utiliser au service de mon récit, parce que c'est un récit. Et on revient à cette idée de la famille. J'ai pu ouvrir la porte pour dessiner ces massacres parce qu'il y a la notion de famille. J'ai eu un réconfort immense, parce que je m'épargne rien, donc je lis toutes les horreurs qui se passent en Ukraine et j'essaye de les raconter. Et à Paris, on n'en voit pas des réfugiés ukrainiens. J'étais à Nice il y a 10 jours. Ils sont partout dans la ville de Nice. Et ils font une très jolie chose pour qu'on ne les prenne pas pour des Russes. Ils accrochent à leur sac à main, enfin ils, c'est elles, c'est que des femmes. Elles accrochent à leur sac à main un bandeau jaune et un bandeau bleu pour qu'on sache qu'elles sont ukrainiennes. Et j'ai vu des mamans, je dirais de petite bourgeoisie. C'est des dames qui emmènent leurs enfants à la pizzeria, qui ont de quoi leur payer un déjeuner. Ils sont accueillis à l'hôpital Saint-Roch de Nice, dans le lieu où mon père est décédé. Je ne fais pas exprès, mais tout se recoupe. Et j'ai vu une maman faire quelque chose d'extraordinaire. Elle était dans une pizzeria et il y avait 3 enfants et une copine à elle du même âge, c'est des filles d'une quarantaine d'années. Et les enfants jouaient et les mères étaient très souriantes, très présentes, tout à fait normales, à part le petit bandeau bleu et jaune. Et à un moment, je les ai vues toutes les deux faire ce geste. Vous savez, la mère de Romain Gary lui dit « Regarde vers le haut, comme ça tu auras les yeux bleus de ton père russe qui n'avait pas, c'était un fils de vendeur de pantalons juif lituanien. » Et j'ai vu ces mères, au même moment, l'une comme l'autre, regarder vers le ciel. Là, il y avait tout. J'ai attendu quelque chose du ciel, de la société des nations, rien n'est venu. Et il y avait cette seconde d'absence ou de désespoir, ou appelez ça comme vous voulez. Et immédiatement après, elles revenaient avec leurs gamins et elles avaient toute la force qu'on rêve d'avoir d'une mère. Je mesure et vous comprenez ma haine sur tous les livres sur les massacres, tous les livres sur la Shoah, parce que je trouve que rien ne marche jamais. Voilà, j'écris en ce moment avec la terreur de faire un livre qui ne marche pas dans ce domaine-là, mais on verra plus tard. Mais oui, vous avez parlé de vos recherches. Moi, ce qui m'intéresse le plus, si on peut repasser encore les images, c'est que quelque part, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'archive, en fait, parfois même vous redoublez simplement une image que vous avez vue dans un journal en la dessinant, vous redoublez le texte de l'article en le résumant, et donc là, vous n'êtes pas du côté de la recherche. Enfin, c'est une certaine recherche, mais ce n'est pas du tout ce qu'on appelle la recherche, en tout cas en histoire. Il y a une recherche d'autre chose. Vous cherchez apparemment à consigner les choses. Et vous êtes dans cette démarche comme ça de l'archive, du texte archive, du texte et du dessin archive. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression, peut-être c'est une interprétation complètement foireuse, que vous êtes justement dans cette lignée dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le courage de la lucidité, c'est d'abord un courage de la franchise, de mettre des mots sur ce qui se passe, de ne pas tourner le visage, de regarder en face le réel. Et c'est immédiatement se dire, voilà, l'avenir appartient au spectre, l'avenir appartient au fantôme, l'avenir appartient à l'archive, et donc tout ce qui se passe au présent, déjà j'en fais une archive pour construire l'avenir. Et je me trompe tout le temps. Je vais vous raconter deux lieux où je me trompe. Le premier, là, au tout début de la guerre en Ukraine, il y a ce rabbin ukrainien et son fils qui se prennent en photo parce qu'ils sont mobilisés, ils partent à la guerre, et ils prennent cette photo pour expliquer que leur pays n'est pas un pays de nazis. Et pour rappeler qu'en Ukraine, l'extrême droite fait 2% aux élections, on rêverait qu'il en soit de même dans notre pays. Et je me dis, ces 2 juifs sont vraiment pas faits pour la guerre, les pauvres, l'uniforme, ça leur va pas du tout. Et je suis bouleversé par cette photo et je commence à raconter ça. Sauf que quelques jours après, je découvre qui est ce monsieur et qui est son fils. L'histoire est très différente, mais elle est tout aussi belle. C'est un juif soviétique qui vient
je ne sais plus de quel coin, il ne vient pas de Tchétchénie, mais il vient d'un coin d'Ukraine où tous les juifs sont descendants de Grecs. Sa famille est là depuis des millénaires. Il a commencé à devenir soldat pendant la guerre en Tchétchénie pour le compte de l'Union soviétique ou pour le compte de Poutine, j'en sais rien, il y a fort longtemps. Et il sait se battre mieux que personne. Il est conseiller municipal de sa ville et son fils se bat avec lui. Donc en fait, on a affaire à l'inverse à un soldat d'élite qui a appris la guerre la plus dégueulasse que Poutine a pu mener contre les Tchétchènes et qui a décidé maintenant de lui rendre l'appareil. Et on a tout de même... Et donc là, je me suis trompé. Il y a un autre lieu où je me suis trompé qui est plus douloureux. La Russie a bombardé le théâtre de Mariupol qui était plein de réfugiés et on nous a annoncé le lendemain qu'il n'y avait aucune victime. Et je me suis dit, mais ça c'est la deuxième fois que le golem intervient en Europe. La première fois c'est à Prague quand les nazis sont entrés dans une synagogue et qu'il leur a fait tomber le toit dessus. Et la deuxième fois c'est aujourd'hui, il a protégé le toit du théâtre de Mariupol. On a découvert malgré tout après malheureusement que je m'étais trompé. Il y a eu 300 victimes, femmes, enfants et vieillards dans le théâtre de Mariupol parmi 1200 réfugiés. Mais ce qui m'intéresse là-dedans aussi, et j'en reviens aux historiens de la Shoah qui travaillent de plus en plus sur les témoignages et de survivants, et de locaux, et de bourreaux. Et ils ont l'habitude de travailler sur les témoignages erronés. Et je trouve que c'est un sujet, d'un point de vue littéraire et scientifique, passionnant. C'est-à-dire que si vous avez vécu un événement traumatisant, et nous, sur nos chaises, pendant une guerre, on est traumatisé par les informations qu'on a tous les jours, on va se tromper tous les jours sur ce qu'on raconte. Mais on va corriger par le récit du lendemain. On va corriger par le récit en marche, où on précise... par exemple, il y a une information qui me hante depuis le début de la guerre en Ukraine, qui apparaît dans les médias anglais, dans les médias américains. Je ne l'ai jamais vu dans un média français, donc j'ignore si c'est une fake news ou pas. Il y a des photographies. L'armée russe se trimballerait avec des crématoriums mobiles dont on a raconté au début qu'ils servaient à faire disparaître les dépouilles des soldats russes pour ne pas avoir à s'embêter. Très vite, l'information contraire est venue, on a dit non, c'est pas pour les soldats russes parce que les troupes qui sont arrivées là avaient leur tenue d'apparat, elles étaient censées vaincre en 3 jours, c'est pour les victimes civiles ukrainiennes. Je suis pas en état aujourd'hui de dire si cette information est vraie, donc ce que je fais dans mon carnet, c'est que je raconte quand je l'entends, je raconte les sources, et puisque le carnet continue, je raconterai quand nos médias en parleront et l'infirmeront ou affirmeront qu'elle était vraie. Bon, j'ai une toute dernière question parce qu'on va passer la Pardon, je vous ai gâché la soirée. Je reviens, on va revenir au chat du rabbin quand même pour conclure. Il y a un passage très beau, je trouve, dans le premier tome, où le rabbin est très agacé par le chat et au début il prive sa fille de son chat et puis finalement il le lui rend. Il dit au chat, mais à une condition, c'est qu'en gros tu arrêtes de parler, je veux plus que tu parles. Et donc il dit, bon, bah, je fais comme a dit mon maître, je me conduis comme un vrai chat, je n'ai plus la parole, etc. Et ma maîtresse me prend dans ses bras, c'est magnifique, c'est tendre, c'est beau. Et il conclut ce petit passage, le chat, mais il ne parle pas, c'est un discours intérieur, c'est une méditation qu'il a pour lui-même. Il dit, ça vaut le coup de fermer sa gueule pour être heureux. Et ça m'a fait penser à, vous savez, ce petit, pour faire le lien avec... sorte de tradition, ce petit volume qu'on appelle Pirkei Avot, les maximes des pères. Il y a un passage donc, dans ce recueil de paroles de sagesse, comme ça, il y a un passage où il y a cette formule qui dit tout simplement la haie de la sagesse, la haie, H-A-I-E, de la sagesse, c'est le silence. Est-ce que parfois, dans tout ce bruit des réseaux sociaux, dans tout ce bordel du débat public vénéneux, des fake news, etc., il n'y a pas des moments vous vous dites que, justement, pour être heureux, ça vaudrait le coup de fermer sa gueule, et pas seulement pour être heureux, mais juste pour être digne, c'est-à-dire pour pas ajouter son grain de sel, ou pas être menacé d'être emporté dans une espèce de spirale vindicative, ressentimenteuse et haineuse, qui envahit l'espace public et les âmes des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous reprenez pas cette formule à la fois du chat du rabbin et des maximes des pères, le silence, ça pourrait être la haie de la sagesse? Oui, sans doute. C'est la parabole du prophète Élie qui cherche Dieu dans les cataclysmes, dans les miracles, dans tout ça. Et la Torah termine par, au bout d'un moment, il est seul dans une grotte et dans la Torah, Dieu était dans ce silence. Je ne suis pas capable d'être silencieux, c'est pas une qualité dont j'ai été gratifié. En revanche,
j'apprends à laisser passer beaucoup de temps entre le moment où j'écris une chose et le moment où je la publie. C'est-à-dire les choses que je mets sur Internet, ce sont des choses très éparses. Là, le carnet dont on parle, il paraîtra sans doute dans 2 ans. Et j'aime beaucoup l'idée que notre lectorat soit différent des réseaux sociaux, soit différent de cette immédiateté. Et finalement, ce qui ne mérite pas d'être relu dans 2 ans, mérite peut-être pas d'être publié. J'ai la chance d'être copain avec Guillermo del Toro depuis, moi je peux frimer un peu, depuis une quinzaine d'années. Et il m'a dit une phrase avec gravité, parce que quand même lui ça lui tient à cœur, la télévision, les films. Il m'a dit: tu te rends compte que si les œuvres de notre temps sont des séries télé, ce sont des livres qu'on ne relira jamais. Il a dit par exemple, on a tous été marqués au fer rouge par les Sopranos. Qui a revu toutes les saisons des Sopranos? Donc il y en a un. Mais donc on va vivre de plus en plus dans un monde où la durée d'une œuvre va faire question. Il va y avoir quelque chose de flottant. Donc moi je suis très content que ça reste sur papier. Je suis content qu'il y ait du temps entre le moment où on en parle, le moment où ça sort. Mon éditeur Thomas Aragon est dans la salle. Il sait qu'il y a des sujets du chat dont je lui ai parlé il y a 10 ans et qui ne sont pas encore là parce que l'histoire n'est pas venue. Donc moi le silence c'est super mais je ne sais pas faire. En revanche le temps, ça c'est pas mal. Bonsoir. 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 Y aura-t-il une expo hommage comme il y en a eu pour Goscinny Quand je serai mort. Non mais de Goscinny, ça a fait connaître son judaïsme à tous les Français. Oui. Mais alors, la différence entre Goscinny et moi, outre le fait qu'il a beaucoup plus de talent, c'est que j'ai fait moins mystère que lui de mon judaïsme depuis quelques années. Mais plus sérieusement, je crois que l'existence du musée d'art et d'histoire du judaïsme est quelque chose d'essentiel parce que pour les New-Yorkais, c'est une évidence, mais pour les Français, c'est de moins en moins facile de faire vivre l'idée d'un judaïsme culturel. Parce que tout se crispe de tous les côtés. C'est un lieu extrêmement précieux et à chaque fois que je peux venir parler ici, je suis ravi. Si vous me faites l'amitié de me réinviter, en septembre, il y a un gros livre qui sort qui est un petit peu plus polémique que le chat du rabbin. Et il n'est pas exclu qu'on s'amuse un petit peu à en parler. Bonsoir. Je suis moitié ashkénaze et moitié séfarade. J'ai pas du tout été élevée dans la religion. Mes grands-parents paternels étaient traditionnalistes. Du côté de ma mère, ils étaient communistes et voilà, victimes de la Shoah. Donc Dieu, il voulait même pas en entendre parler. Et j'ai décidé d'épouser un homme qui n'était pas juif et dont les parents étaient catholiques pratiquants. Donc, ça fout un peu le boxon dans la famille. Et puis, j'ai eu des enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux leur transmettre? Alors, avec ma fille, ça a plutôt bien marché. J'ai transmis de la culture, des chansons, des auteurs, etc. Et mon fils, par contre, lui, ça ne marchait pas du tout. Alors, un jour, quand il a été en âge de commencer à lire, je lui ai remis le chat du rabbin entre les mains. Et à chaque fête, et à chaque fois qu'il y avait un nouveau tome qui sortait, je lui remettais le chat du rabbin entre les mains. Et je dois dire que là, il y a un miracle qui s'est passé. Et depuis, à la maison, j'ai un grand garçon très brun avec des yeux noirs qui parle la langue du chat du rabbin. Et c'est un vrai plaisir. Alors, merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je l'ai fait pour les raisons inverses. Je l'ai fait pour m'échapper. Un jour, il y a une dame qui arrive avec un petit garçon, il se faisait engueuler. Elle dit: faites ce dessin à Benjamin qui ne veut pas faire sa bar mitzvah. Alors j'ai dit: Benjamin, sauve-toi, ils sont tous fous. Et il y a un an, mon fils aîné traversait une période difficile, il se posait des questions. Je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que les psys, ça ne m'intéressait pas. Je lui ai dit: écoute, si tu veux, je te présente un rabbin. Il m'a dit: papa, tout ce que j'ai à savoir sur le judaïsme, c'est dans tes BD, c'est bon, je les ai lus. Mais je crois que, sans le faire exprès, parce qu'on travaille pour soi, quand j'étais petit, dès qu'on n'était pas un juif religieux, observant, qui épouse des juifs, on était considéré comme plus juif. Et moi, j'ai pas eu la chance de savoir, quand j'étais petit, qu'on avait le droit d'être agnostique, anarchiste, machin. Pour moi, quand j'étais petit, on m'a éduqué, Freud, c'était un nazi, quoi. Et on est beaucoup de juifs culturels, parce que je trouve pas d'autres mots, qui ne savions pas où nous foutre. Et je crois que si vous me dites que le chat du rabbin s'adresse aux juifs qui savent pas où se mettre, vous pouvez pas me rendre plus heureux.
Merci, ça fait une très belle conclusion. Merci pour cette magnifique histoire, ce témoignage. Et puis ça inscrit tout ça depuis le début dans un geste de transmission de génération en génération entre les filles de Madame et votre grand-fils à vous. Merci beaucoup et vous retrouvez Johann Sfar juste après. Et merci beaucoup à Jean. Merci beaucoup. Et merci au musée, merci à vous tous. Merci beaucoup, merci à Joseph. Et à bientôt. Merci.